Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce nouveau live Facebook, le dernier de l'année d'ailleurs, il faut le mentionner. Je suis avec François Cousin, Bonjour. François qui est consultant à l'APEC, et nous allons parler aujourd'hui des nouvelles formes d'emploi. Exactement. Tout au long de nos échanges, vous n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions en commentaire de ce live. On abordera un certain nombre d'aspects liés aux nouvelles formes d'emploi. Je précise aussi que ce live intervient en complément d'un certain nombre d'informations que vous trouverez sur notre site tout au long de cette semaine consacrée aux nouvelles formes d'emploi. François, on peut peut-être commencer en se disant que ces nouvelles formes d'emploi, souvent, on a tendance à les associer plutôt au cadre senior. Est-ce que c'est vrai quand on dit que la nouvelle forme d'emploi, c'est l'apanage des seniors? Alors, oui et non, en fait, en effet, il est clair que, comme le dit Thomas, quand je reçois certains cadres dans mon bureau à Rouen, ça peut être un sujet que l'on aborde assez rapidement quand le cadre a plus de 45 ou 50 ans. On peut aborder assez rapidement cette notion de forme alternative d'emploi. Mais heureusement, les formes alternatives d'emploi sont ouvertes à tout type d'âge et entre autres les jeunes les jeunes diplômés qui démarrent dans la vie active ont tout à fait la possibilité de démarrer par le biais de ces nouvelles formes d'emploi. Disons qu'avec l'accélération on va dire de l'économie des services et des nouvelles technologies, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes vont vers ces nouvelles formes de travail. On peut peut-être d'abord commencer par les lister, ça permettra à tous ceux qui nous suivent de savoir de quoi on parle. Quand on parle nouvelle forme d'emploi ou forme alternative d'emploi, on pense d'abord à la micro-entreprise, à l'auto-entrepreneuriat. Exactement. Alors justement, tout de suite, on va préciser, auto-entrepreneur, c'était l'ancienne dénomination et aujourd'hui on parle de micro-entreprise. Donc il y a eu une bascule en fin 2015, début 2016 et donc aujourd'hui, quand je vais parler de micro-entreprise, je parle du statut d'auto-entrepreneur. Au-delà du statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise, on retrouve, comme tu le disais, le portage salarial, on va retrouver le temps partagé. On peut aussi aborder la notion de l'intérim cadre, par exemple, et puis aussi d'autres formes comme le freelance, bien évidemment, le travailleur indépendant, qui est une forme évidemment prégnante de ces formes alternatives d'emploi. Freelance qu'il faut légèrement distinguer de l'auto-entrepreneuriat, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors là encore, précisons-le tout de suite, à l'APEC, nous ne sommes pas des experts en création d'entreprises ou dans ces formes alternatives. Donc nous apportons un conseil de premier niveau. Et donc, en effet, Thomas, tu as raison, le freelance est lié à un statut juridique. On va parler de SA, de SAS, entre autres, alors que l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur, lui, est lié à un régime social et fiscal bien différent. Mais là encore, on n'entrera pas dans les détails techniques puisqu'on sera vite limité tous les deux dans l'aspect technique de ces statuts. Alors, revenons peut-être sur ce qui fait que, on va peut-être se centrer sur les jeunes. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune peut, à un moment ou à un autre, songer à une autre manière de travailler, comme celle qu'on vient d'évoquer? En fait, les jeunes que l'on reçoit dans nos bureaux ont une problématique qui est de dire, voilà, moi aujourd'hui, quand je regarde le marché du travail, quand je regarde les offres d'emploi, qu'est-ce que me renvoient les recruteurs? Ils me disent, aujourd'hui, je n'ai pas assez d'expérience professionnelle. Et donc, du coup, ces formes alternatives d'emploi peuvent être justement un moyen pour contourner cette problématique. Et en fait, la logique pourrait être de se dire, en fait, cette forme alternative peut me permettre d'entrer sur le marché du travail sans forcément aller sur un CDI si le CDI ne m'est pas ouvert directement. Donc, en passant par un statut comme freelance ou comme le micro-entrepreneur, eh bien, ça peut me donner l'opportunité justement d'acquérir de l'expérience professionnelle par le biais de missions. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois, ce qui va me permettre d'obtenir cette fameuse expérience professionnelle que le recruteur
va me demander pour ses offres et pour ces fameux CDI dont on parle tant. Finalement, c'est vrai que je pense aussi à toute cette génération née après, à partir de 95 qui arrive sur le marché, qui a un peu changé son regard sur le contrat de travail. Pour autant, le type de contrat en début de carrière continue de préoccuper les jeunes. C'est important justement d'avoir un CDI en début de carrière. Le contrat en début de carrière, il est si capital que ça pour réussir sa carrière? Alors, 2 points. Tout d'abord, là où je veux quand même mettre un point d'alerte, c'est que en effet aujourd'hui le CDI reste le statut évidemment le plus utilisé en France. Plus de 85% aujourd'hui des contrats et des postes aujourd'hui sont sous forme de CDI. Donc le CDI reste quand même aujourd'hui la forme principale. N'oublions pas que cette forme principale, elle permet aussi, quand on souhaite louer un appartement ou acheter, voilà, ça permet quand même de rassurer en partie le banquier. Hein. Donc le CDI est quand même une forme sécurisante aujourd'hui en termes de contrat de travail. Maintenant, pour revenir à ta question, Thomas, la problématique, c'est finalement, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CDI pour démarrer ma carrière professionnelle? Et je pense qu'en effet, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, je pense que les formes alternatives d'emploi peuvent être un moyen. Alors pour être un petit peu trivial, si je ne peux pas rentrer par la porte, eh bien essayons de rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire que si je ne peux pas directement entrer par le biais du CDI, eh bien cette forme alternative d'emploi peut me permettre d'entrer dans l'entreprise par un autre biais. Le plus important finalement, c'est d'entrer dans l'entreprise. Alors, on ne le classe pas dans les formes alternatives d'emploi, mais c'est vrai que le CDD rebute Exactement. parfois. Oui. Alors que le CDD est une forme plus sécurisante que le CDI, hein, puisque justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que CDD ou intérim, enfin contrat d'intérim, sont des contrats qu'on peut considérer comme étant précaires? Quand on sait que sur un statut cadre en CDI, la période d'essai peut aller jusqu'à 8 mois, donc pendant 8 mois, le collaborateur peut lui-même mettre fin évidemment à sa période d'essai, mais l'employeur peut lui-même aussi mettre fin à sa période d'essai. Finalement, où est la précarité entre un CDD qui, lui, va vous sécuriser sur la durée totale du CDD, alors que parfois, le CDI, au bout de quelques mois ou quelques semaines, on peut être remercié parce qu'on n'est pas dans les codes, on n'a pas la culture dans l'entreprise, on n'a tout simplement pas les compétences nécessaires. Oui, c'est ça. Contrat intérim et CDD protègent les salariés, même s'ils ont tout à fait. une durée. Puisque la durée est déterminée par avance. Donc c'est un contrat que l'on signe avec l'employeur et donc les deux parties s'engagent donc à respecter la durée totale du contrat. Et si on se place du point de vue recruteur, comment le jeune qui a été auto-entrepreneur au démarrage de sa carrière ou qui a été freelance pendant 2-3 ans va être perçu par le recruteur? Est-ce que ça effraie les recruteurs? Alors c'est vrai que d'une manière générale, quand on parle de création d'entreprise, on a tendance en fait à dire que le créateur d'entreprise va effrayer en effet le recruteur. Là où évidemment tout de suite je mets un bémol, c'est que c'est vrai pour le créateur d'entreprise qui va être chef d'entreprise et qui va pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avoir sa propre structure ou être freelance pendant 20 ans. Voilà, c'est quelqu'un qu'on peine à imaginer être d'abord manageable, je ne sais pas si le terme correspond, et puis qui aura peut-être du mal à se plier à des règles qui ne sont pas celles que lui-même a érigées. N'oublions pas, le contrat de travail, c'est 2 choses. C'est le lien de subordination et c'est la rémunération. Donc quand vous avez été freelance pendant 10 ou 15 ans, le lien de subordination, il a disparu. Donc le recruteur, c'est logique et c'est normal qu'il se pose la question du lien de subordination et de votre retour dans une entreprise. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, Thomas, quand on parle des jeunes. Parce que là, quand on parle des jeunes, on parle d'un début de carrière. Donc là, on parle d'1 an, 18 mois, éventuellement 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas du tout perçu de la même façon par rapport à un recruteur quand on est en début de carrière et qu'en début de carrière, justement, on a pris un risque
on est allé justement au-devant de contrats moins sécurisants que le CDI, et bien pour le recruteur, ça peut être aussi un avantage d'avoir quelqu'un qui a testé d'autres formes d'emploi et qui aujourd'hui souhaite mettre ce capital de compétences qu'il a pu acquérir pendant cette expérience de 2-3 ans au profit d'un CDI. Donc on l'a compris, ces nouvelles formes d'emploi finalement restent avant tout, pour les jeunes en tout cas, un moyen d'entrer dans la carrière, dans leur carrière ou dans certaines structures. Oui. Pour autant, est-ce que ça concerne tous les métiers, toutes les fonctions, ou est-ce qu'on remarque quand même que certaines se distinguent particulièrement? Alors évidemment, déjà, quand on va aller sur du cadre supérieur, là, on va plutôt être sur ce qu'on appelle, puisqu'on ne l'a pas du tout évoqué pour le moment encore, le management de transition, par exemple. Là, on va être plutôt sur du cadre sup, on va être sur la direction d'entreprise. Et puis après, dans l'entreprise, vous avez aussi parfois certaines fonctions qui nécessitent de la confidentialité liée à la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Là, on peut avoir un peu plus de mal, par exemple, à confier une mission à quelqu'un qui va être là en freelance ou en micro-entreprise pendant 2, 3 mois, 6 mois. A contrario, bien évidemment, toutes les fonctions transversales, on va évidemment parler du marketing, de la com, pourquoi pas certaines parties de la fonction RH, voire même parfois sur certains projets techniques. Là, on peut imaginer tout à fait que des missions en freelance peuvent être tout à fait réalisables. Chacune de ces fonctions ne va peut-être pas d'ailleurs toujours se tourner vers les mêmes nouvelles formes d'emploi. Exactement, tout à fait. Ce qu'on peut faire en temps partagé n'est pas nécessairement ce qu'on peut faire en tant que auto-entrepreneur. Tout à fait. On en discutait tout à l'heure en amont de l'émission. L'exemple type, par exemple, du temps partagé, c'est deux PME qui ont besoin d'un comptable, mais qui n'ont pas forcément besoin de ce comptable à temps plein. Et là, bien évidemment, dans la notion de temps partagé, on pourrait avoir deux PME qui se partagent les compétences d'une seule personne, travaillant 2 jours dans une entreprise, 3 jours dans l'autre, par exemple. Ça, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, bien évidemment, si vous prenez le commercial, je vois mal une PME se dire je vais partager les compétences de mon commercial avec une autre structure. Donc là, évidemment, on a des fonctions comme ça qui sont moins partageables, alors que d'autres peuvent être plus facilement scindables sur deux structures différentes. Donc on l'a compris, à t'entendre, il y a de nombreux avantages aujourd'hui à songer à ces nouvelles formes d'emploi. Ça peut tantôt être un tremplin. Oui. Pardonne-moi, je t'en prie. Un truc dans la gorge là. Donc un tremplin, ça peut être l'occasion. Non, ça ira. Ça peut être se faire connaître. Oui. Se créer un réseau. Oui. Ça peut être aussi des avantages pour les deux parties autour de cette notion de flexibilité. Oui. Mais comme tu l'as dit, le plus important, ça reste bien pour les plus jeunes, le moyen de développer des compétences. Alors on y reviendra tout à l'heure sur la notion justement de l'aspect commercial. Là où je voudrais revenir, Thomas, c'est sur quand tu expliques la notion de réseau. Là encore, chez les jeunes diplômés, quand on reçoit les jeunes diplômés, quand on les a en atelier chez nous, dans nos centres, on se rend compte d'une chose souvent, c'est que les jeunes nous disent « bah oui, mais moi j'ai pas de réseau ». J'ai pas de réseau, donc pour moi c'est compliqué de trouver un job en CDI si je ne fais que répondre à des offres. J'ai une difficulté sur la notion de réseau. Justement, cette notion de forme alternative peut m'amener justement à rencontrer, à proposer non pas une proposition commerciale, mais une offre de service. Et cette offre de service, à partir du moment où vous l'avez construite, et pourquoi pas avec des consultants de l'APEC, bien évidemment, dans nos centres, on peut vous aider à construire cette offre de service. Eh bien, cette offre de service, vous pouvez la proposer, et parfois, c'est parfois même plus simple, il peut y avoir même parfois moins de concurrence quand on est dans cette logique-là que dans la logique classique du CDI avec j'envoie mon CV, ma lettre de motivation, et j'attends désespérément que l'on m'appelle pour un entretien. Je te propose, et je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail et de passer en revue peut-être quelques particularités, quelques caractéristiques de chacune de ces nouvelles formes d'emploi. On commence, alors c'est pas nécessairement, je dirais, celle qui prédomine. Celle qui prédomine, c'est le portage salarial, oui. On va y venir dans quelques instants, mais celle à laquelle on songe le plus souvent, la micro-entreprise. Oui.
Concernant la micro-entreprise, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord qu'elle est très simple à mettre en œuvre. Exactement. Il suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet. La micro-entreprise, c'est une inscription en ligne. En quelques minutes, vous avez créé votre micro-entreprise. Après, bien évidemment, le statut de la micro-entreprise, vous avez différents secteurs d'activité, vous avez un certain chiffre d'affaires à respecter, des plafonds à ne pas dépasser en fonction du type d'activité que vous choisissez. L'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'à partir du moment où vous avez facturé un chiffre d'affaires, eh bien ce chiffre d'affaires, vous le réintégrez dans le site internet autoentrepreneur.fr. Et à partir de là, vous insérez votre chiffre d'affaires et le site va directement vous calculer les charges sociales et les impôts que vous allez payer. Ce qui fait que de façon assez simple, sur la partie administrative, eh bien, on peut assez simplement monter une micro-entreprise. Et cette activité, elle concerne quasiment toutes les fonctions. Oui. Elle ratisse très large. Tout à fait. On la distingue, mais tu l'as dit tout à l'heure, donc je ne sais pas s'il est intéressant de revenir. Le statut de freelance, là, c'est plus une histoire de statut juridique. C'est ça, exactement. Donc la micro-entreprise, c'est un statut particulier et le freelance, eh bien, va créer sa propre structure donc en tant qu'entreprise individuelle. Et donc là, va avoir différentes formes juridiques telles qu'on peut les retrouver sur les différents sites internet que vous pouvez consulter. Je le disais tout à l'heure, la forme alternative d'emploi qui a le plus évolué ces dernières années, c'est le portage salarial. Oui. Qui a connu plus à 15 à 20% par an depuis qu'il a été créé. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Si on doit mettre une étiquette au portage salarial, ce serait liberté et sécurité. Alors déjà, je pense que le portage salarial est aussi aujourd'hui dans une logique de maturité. Convention collective, des statuts réaffirmés, tout ça, donc 2015-2016. Donc on a vraiment aujourd'hui un statut en termes de portage salarial qui est clair, bien établi. Là où tu as raison, c'est qu'en effet, le portage salarial amène en fait la possibilité pour quelqu'un qui souhaite avoir une activité en tant qu'indépendant de s'exonérer, j'aurais tendance à dire, de toute la partie administrative par rapport à la micro-entreprise ou par rapport à d'autres statuts. Eh bien, c'est la société de portage salarial qui va s'occuper de la partie administrative finalement de l'activité que vous allez générer. Donc, la structure de portage salarial, en fait, va venir se mettre entre le client et le prestataire. Et donc, en fait, c'est la société de portage salarial qui va facturer au client. Donc là aussi, attention, ça permet évidemment pour certaines structures, non pas d'avoir de la masse salariale, mais d'avoir de la prestation de service. Donc, nos amis comptables apprécieront évidemment la différence. Et donc, ça permet donc, l'entreprise va émettre, la société de portage va émettre une facture, le client va donc payer la facture à la société de portage salarial, et là, le point évidemment important, c'est que la société de portage va établir un bulletin de salaire pour la personne donc, qui sera portée. En résumé, le portage salarial, c'est l'activité d'indépendant avec le statut salarié. Exactement. L'idée, c'est justement d'avoir une activité d'indépendant tout en gardant le statut de salarié et donc tous les avantages qui peuvent évidemment aller aujourd'hui avec le statut de salarié, c'est-à-dire la couverture sécurité sociale, mais évidemment aussi tout ce qui va concerner les indemnités allocations chômage. Vous l'avez compris, si vous souffrez de phobie administrative, il faut impérativement aller vers le portage salarial. Mais par contre, Thomas, attention, le portage salarial a un coût. C'est-à-dire que le fait qu'une société de portage finalement vous exonère de cette partie administrative a un coût qui, d'une manière générale, va de 8 à 12% en fonction des structures de portage salarial. Donc il est clair que le portage salarial vous permet de vous consacrer plus de temps soit à l'activité commerciale ou à l'activité d'expertise, mais évidemment ça a un coût et donc le coût eh bien, c'est les 8 à 12% du chiffre d'affaires que l'entreprise de portage salarial va prendre. Alors autre forme nouvelle qu'on retrouve, qui se développe en tout cas depuis maintenant quelques années, c'est le temps partagé.
Alors, le temps partagé, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon histoire de comptable. C'est-à-dire que certaines structures n'ont pas forcément les moyens de se payer une compétence à temps plein en CDI. Et donc, l'idée, c'est de partager la même compétence sur plusieurs structures. Et donc, vous avez donc des groupements de temps partagé qui proposent justement de mettre au pot commun un certain nombre de compétences et de proposer à des petites structures, parce que là on est vraiment dans la TPE et dans la PME, et bien de proposer donc un salarié sur plusieurs entreprises en même temps. Avec cette petite particularité qu'on retrouve peut-être moins de postes cadres. Oui, en effet, comme j'évoquais tout à l'heure, certains postes stratégiques sont difficilement scindables et donc on voit mal comment on pourrait laisser ses compétences partir dans une autre structure. Un dirigeant n'a pas nécessairement envie d'avoir celui qui est au fait d'aspects plus stratégiques, les partager éventuellement avec d'autres, même si j'imagine qu'il y a aussi un engagement de confidentialité quand on travaille entre plusieurs employeurs. Une dernière forme que nous avons évoquée tout à l'heure, ça concerne l'intérim cadre, qui représente aujourd'hui pas loin de 10% de la totalité des missions d'intérim. Oui. Alors c'est vrai que souvent l'intérim n'est pas la forme la plus évoquée en fait, quand on en discute avec les cadres ou avec les jeunes diplômés, alors qu'en fait l'intérim aujourd'hui a aussi une activité de placement. Et donc la possibilité de faire une mission d'intérim, ça peut être à un moment donné d'être CDIsé aussi dans la structure qui vous a pris dans cette mission d'intérim. Donc ça peut être aussi une forme alternative extrêmement intéressante pour des jeunes qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Ça peut leur permettre là aussi de se faire du réseau, de se faire connaître par des interlocuteurs dans un secteur d'activité. Et donc ça peut être aussi un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Tu parles de ces secteurs, en général ce sont plutôt les ingénieurs, enfin en tout cas les ingénieurs sont très concernés par ces formes de travail. Oui, entre autres aussi on retrouvera parmi les ingénieurs que tu évoquais, par exemple l'informatique, où on va retrouver par exemple un certain nombre de ces contrats. Quelle que soit la forme et l'option que vous retiendrez, François, en préparant ce chat, tu me disais que le plus important, ça reste malgré tout de s'interroger en amont et de se poser la question du sens pour soi, de l'intérêt, de la pertinence. On l'a dit tout à l'heure, tous les métiers ne sont pas nécessairement concernés. Et quand on en discutait, tu insistais beaucoup sur la notion de projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je pense que quand Thomas, tu dis tous les métiers ne sont pas concernés, je pense aussi que toutes les personnes ne sont pas concernées. C'est peut-être là la différence. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que, attention, je ne suis pas en train de dire super, aujourd'hui tout le monde doit faire des formes alternatives d'emploi. Je pense que la forme alternative d'emploi correspond à un certain nombre de personnes, pas à tout le monde. Et donc, déjà, je pense qu'en amont, il faut travailler sur son projet professionnel. Et il ne faut pas tomber dans le travers, que moi je peux constater régulièrement dans mon bureau, comme toi Thomas, c'est certaines personnes qui se retrouvent sans emploi et qui du coup se disent « bah oui, j'ai pas le choix, eh bien je vais faire du portage salarial, je vais créer mon propre emploi puisque le marché du travail ne me propose pas un CDI ». Oui, donc surtout pas une obligation, enfin ça ne doit pas être ni une obligation ni une contrainte. À partir du moment où vous le vivez comme une contrainte, il est fort probable que vous n'alliez pas au bout de la démarche. Ceux qui réussissent dans ces formes alternatives d'emploi, ce sont des personnes qui déjà au départ avaient un petit peu la fibre créateur d'entreprise. Et on rejoint alors une notion qu'on aime beaucoup à l'APEC, qui est la notion d'offre de service. Exactement, donc là aussi, construire son projet, c'est évidemment construire son offre de service, être en capacité de proposer un certain nombre de compétences et de savoir quelles sont les compétences qui vont être les plus vendables sur le marché du travail. Donc ces nouvelles formes de travail, ce n'est pas seulement celles qu'on vient d'évoquer, on peut aussi dire que c'est aussi travailler autrement dans l'entreprise. Je pense notamment à tout ce qui va concerner le télétravail, le coworking, et puis l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, on a vu d'ailleurs apparaître
une palette de nouveaux lieux dédiés à ces nouvelles formes de travail. On est dans le même esprit lorsqu'on traite de ces manières de travailler. Est-ce que finalement c'est la même chose que ce qu'on a évoqué sur ces autres contrats, ces autres... Oui, ce que tu évoquais tout à l'heure dans l'introduction, c'était l'évolution du monde actuel, le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de services, nous sommes aujourd'hui dans une société évidemment qui a développé le web à la vitesse de l'éclair. On ne peut plus raisonner comme on raisonnait dans les années 70 ou à l'époque du Fordisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une société justement où tout va plus vite. Tous les services nous permettent aujourd'hui, comme tu l'évoquais, de faire du télétravail, d'aller dans des structures diverses et variées. Tu parlais de coworking par exemple. Bien évidemment, aujourd'hui, toutes ces formes-là, elles sont impulsées aussi par les entreprises. Les entreprises sont aussi à la recherche de ce type de profil. Dans une activité d'indépendant, on va dire qu'il y a 3 grandes dimensions. C'est ça. Tu as insisté sur la dimension métier, compétences, expertise, la dimension administrative. On a vu que certaines solutions permettent aussi de s'affranchir de la lourdeur administrative. Mais il y a un dernier aspect qu'on n'a pas encore évoqué et qui est pour autant capital, crucial. Quand tu disais tout à l'heure d'ailleurs que cette activité ne convient pas à tout le monde, c'est souvent là un point d'achoppement, c'est souvent là un point de blocage, c'est la dimension commerciale. En effet, ces nouvelles formes de travail obligent la personne à souvent trouver elle-même ses missions. C'est bien ça ? Exactement. En fait, la personne devient le commercial de ses propres compétences. Quelque part, que l'on soit en recherche d'emploi avec la recherche d'un CDI, on est déjà dans une forme de commercial. C'est-à-dire quand je fais un CV, quand je fais une lettre, quand je développe un argumentaire... On est sur du marketing de soi. Sûr. On est sur son marketing. Et donc là, la seule différence, c'est que plutôt que de viser une forme de CDI, là, on va être dans le marketing de ses compétences à destination d'une forme lambda, peu importe. L'intérêt, en fait, c'est d'arriver finalement à être dans une démarche inverse. Je m'explique. Beaucoup des personnes qui voudraient se lancer ont peur justement de cette activité commerciale et de se dire mais mon Dieu, comment je vais faire ? L'idée, c'est justement de travailler sa notoriété pour finalement se retrouver dans l'effet inverse. L'effet inverse, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Thomas, quand tu commences à être connu dans ton domaine, quand tu commences à être connu par un certain nombre de clients, eh bien en fait, au bout de quelques mois, la démarche commerciale finalement, elle n'existe presque plus. C'est-à-dire que l'idée c'est quoi ? C'est faire venir les clients à soi ? Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, l'amorce est compliquée, bien évidemment, on ne va pas se cacher. Bien évidemment, au départ, il y a du phoning à faire, bien évidemment, il y a des rendez-vous à faire, il ne faut pas se le cacher. Mais au bout de quelques temps, quand son activité tient la route, que l'on a une notoriété suffisante, eh bien, la machine va s'inverser et du coup, ce sont les clients potentiels, les prestataires potentiels qui vont venir vous appeler et à un moment donné, la démarche commerciale, il n'existe quasiment plus. Parfois d'ailleurs, ça peut être une opportunité qu'on n'avait pas nécessairement attendue, qui amène à mener la première mission, et puis on y prend goût, puis on se rend compte qu'une mission peut en amener d'autres. L'idée c'est qu'ensuite on n'est pas tous les matins à aller faire décrocher son téléphone, aller faire de la prospection dans le dur. Et Thomas, tu l'évoquais aussi, il y a un point aussi important, c'est que le fait de faire des missions, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un moyen de réseauter, c'est un moyen d'être connu. Et parfois, il suffit d'une seule mission pour que le client final, celui qui vous a pris pour une durée de 2 mois, 3 mois, 6 mois, finalement se dise, finalement, ce candidat ou cette candidate, finalement, elle est peut-être pas mal. Et si je la CDIsais ? Donc il faut aussi se dire que cette forme alternative d'emploi pour des jeunes, ça peut être aussi donc ce moyen finalement d'entrer sur le marché du travail et du coup d'avoir ce fameux Graal qui est le CDI. Alors, on a assez peu de questions, même si Arnaud nous dit qu'il est à l'écoute. Nous saluons Arnaud au passage. Arnaud. Je reviens sur la notion de réseau. Trouver des clients, malgré tout, ça implique un certain nombre de choses, même si, comme tu l'as dit,
la qualité du travail et la notoriété vont jouer, mais enfin pour ceux qui veulent se lancer, ça passe par un certain nombre d'espaces, un certain nombre d'actions. Comment est-ce qu'aujourd'hui le micro-entrepreneur, le freelance va pouvoir communiquer et faire savoir qu'il a une expertise et qu'il peut la partager? Alors, évidemment, l'objectif, c'est de ne surtout pas rester seul. Et le premier moyen, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure dans les nouvelles formes d'emploi, c'est le coworking. C'est-à-dire que pour moi, déjà, quand on s'installe comme micro-entrepreneur, quand on fait du portage salarial, l'idée, c'est de pouvoir aussi partager un espace de travail. Parce qu'on va se retrouver dans un espace avec d'autres entreprises, avec d'autres startups. Et c'est un excellent moyen, on l'a vu ensemble, on l'a vu il y a quelques temps quand on est allé au NUMA, les startups qui... Alors le NUMA, tu peux peut-être dire en deux mots ce que c'est pour ceux C'est un espace de coworking sur Paris. Et donc on le voit bien, les personnes déjeunent ensemble, c'est le moment d'avoir des instants, on boit un café, etc. Cette notion de réseau, tout à l'heure j'évoquais la notion de démarchage, la notion de prospection, mais c'est aussi de se faire ce réseau dans un espace de coworking. En dehors des espaces de coworking, on va aussi retrouver des événements régulièrement. Sur le net, vous en trouverez un peu partout. Je pense que tout à l'heure, on mettra un lien vers des événements. C'est un nom un peu particulier d'ailleurs, hein. On appelle ça des meet-up. C'est ça, exactement, des meet-up. Mais ça peut être aussi la nouvelle forme que l'on appelle les hackathons, par exemple. Tout événement qui permet de se regrouper, qui permet de gagner en visibilité, est un élément important par rapport à son marketing. En conclusion, oui. On peut dire que finalement, ces nouvelles formes d'emploi vont correspondre à plusieurs types de profils et surtout peut-être plusieurs besoins au démarrage. Ça va être d'un côté ceux qui ont besoin de liberté, d'autonomie, si j'ai bien compris. Oui, complètement. Ceux-là sont une catégorie bien particulière. Il y a aussi peut-être la notion de respect vie pro, vie perso, en plus, qui accompagne cette première démarche. Oui, et complètement. C'est un point qu'on n'a pas encore abordé. C'est quelque chose qui peut aussi convenir pour certaines personnes qui aujourd'hui sont à la recherche justement de cet équilibre vie pro, vie perso, et la souplesse que peut avoir ces formes alternatives d'emploi peuvent permettre aussi pour certaines personnes de gagner en équilibre vie pro, vie perso. Ça peut aussi concerner ceux qui aspirent à trouver un complément de salaire. Exactement, tout à fait. Là, ça va typiquement la personne qui travaille dans son entreprise la semaine et puis qui va se trouver une activité complémentaire le soir ou le week-end. Tout à fait. Tu me parlais d'une cadre qui donne des cours de karaté, par exemple. Qui est cadre dans la communication dans la journée et qui, le soir, donne des cours de karaté. Et puis, troisième cas de figure, ça peut être le tremplin vers une activité, cette fois-ci, d'entrepreneur, vers l'entrepreneuriat. Exactement. C'est en effet la voie aussi qu'un certain nombre de personnes qui ont fait du portage salarial ou qui se sont installés comme micro-entrepreneurs vont prendre par la suite. C'est-à-dire que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à un moment donné, on y prend goût et à force d'y prendre goût, eh bien, on va s'installer concrètement et là, on va passer vraiment en forme de société classique. Merci François. Je t'en prie. Vous l'avez compris, on parle là de nouvelles formes qui concernent tout le monde et comme on l'a dit, qui ne sont certainement pas l'apanage d'une seule catégorie de la population. Nous espérons que ce live vous a informé et vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Pour aller plus loin d'ailleurs, vous pourrez retrouver beaucoup d'informations sur notre site puisque toute cette semaine est consacrée à ces formes alternatives d'emploi. C'était le dernier Facebook Live de l'année. On en a fait beaucoup là, la semaine dernière avec Cécile, avec toi aujourd'hui François. Oui. Pour ma part, c'était le dernier, donc je souhaite beaucoup de réussite à ceux qui prendront le relais l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.